Nous avons un sérieux problème. Ce n'est pas nouveau. Notre planète étouffe dans son CO2. C'est la conséquence directe d'une pollution elle-même induite par un système démesuré de surproduction et de surconsommation. Présentée comme ça, la solution semble évidente. Si les consommateurs changent leur comportement, la planète sera sauvée. C'est sur ce constat que les politiques publiques françaises visent depuis plusieurs années à éduquer le consommateur et à l'amener à effectuer une grande mutation. Du consommateur traditionnel vers un consommateur responsable, qui s'autocontrôle et fait preuve de discernement et de sobriété dans sa manière de consommer. Mais comme on peut le constater, cela ne fonctionne pas. La grande mutation du consommateur n'a assurément pas eu lieu. Car le consommateur est aussi un individu qui a son libre arbitre, qui n'a pas forcément envie qu'on lui dicte sa conduite, sans compter sur ses penchants républicains et bons vivants, pour qui le terme de sobriété évoque tout autre chose que la transition écologique. L'équation est donc plus complexe à résoudre qu'elle y paraît, et pourrait sembler d'avance caduque. La transition écologique resterait-elle l'apanage du plus petit nombre, super-héros, marginaux ou doux rêveurs, qui finiraient comme tout un chacun par se prendre de plein fouet la dure réalité? Ce n'est pas si sûr. En regardant du côté des projets citoyens qui s'enracinent ici et là, de nouvelles perspectives se profilent. Sur le terrain, la variété des collectifs, de leurs méthodes, de leur taille, oppose au modèle pyramidal traditionnel une pluralité de manières de voir le monde et d'agir dessus souvent innovantes. Prenons par exemple les collectifs citoyens qui travaillent autour des énergies renouvelables en Occitanie et allons rencontrer certains de ces acteurs. On est au parc Saint-Vicence à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Et je suis Bertrand Rodriguez, directeur d'une coopérative de production d'énergie renouvelable qui s'appelle Catener. Donc le CAT pour l'accent catalan et ENR, énergie renouvelable. Et là, on est sur le parc photovoltaïque d'Aubais, qui est un des premiers parcs photovoltaïques gérés et financés 100% par les citoyens. Nous sommes ici sur la commune de Nières, en Conflans, dans les Pyrénées-Orientales, sur le domaine de la ferme d'Escoum, dont le foncier est géré par une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. On a plusieurs centrales solaires donc en production, donc avec aussi un postulat de départ qui était de dire allons chercher des bâtiments existants bien sûr. Il n'est pour nous pas idée à ce stade d'artificialiser quoi que ce soit comme espace naturel ou agricole. Et on a privilégié du coup des bâtiments publics avant d'aller sur des bâtiments privés par rapport à cette notion d'intérêt général qu'on a envie de défendre. Et en disant on fait quelque chose pour les générations futures. Donc si on implante ça sur des infrastructures qui sont aussi dédiées au service public, à l'intérêt général, c'est une bonne chose. Pour nous, ce n'est pas la ressource ou la taille du projet qui font un bon projet, mais plutôt la façon de le mener. Et c'est là où on tâche par une organisation, notamment avec des comités de pilotage, des comités territoriaux, etc., à extraire le plus de valeur ajoutée pour le territoire, avec deux spécificités. Une qui est la gouvernance partagée donc, pendant le développement des projets, et l'investissement qui est ouvert au grand public. Donc toi ici tu retrouves la production instantanée du parc, sur ce petit écran là. Ouais. Et en gros, c'est 11 fois, quand on a 11 modules, c'est 11 fois ce que tu vois sur l'écran là. Donc c'est une belle journée. Bon ensoleillement, froid, les panneaux produisent bien, trésorier content. Alors moi, j'ai rejoint le projet du parc photovoltaïque au moment du lancement des souscriptions. J'ai une sensibilité écologique, mais je n'étais pas forcément militante à ce moment-là, parce que c'est devenu plus après. Et je me suis laissée porter par ce projet qui était extrêmement bien ficelé depuis le début, donc c'est-à-dire l'emplacement du parc, donc une ancienne décharge, jusqu'à son démantèlement, avec le choix des acteurs aussi, donc des acteurs qui soient le plus locaux possible, la revente de l'énergie à Enercop, donc un fournisseur d'électricité 100% renouvelable, et avec l'antenne à Montpellier, avec effectivement Luxel à Maître d'œuvre qui était aussi assez proche de nous et qui nous a aidés sur le montage du projet, et puis le démantèlement aussi qui était déjà pensé. Donc tout ça faisait que le projet était à mon sens très viable et était surtout un projet très concret. Beaucoup de gens qui nous rejoignent le font par un projet. Ils n'avaient pas forcément une
passion pour l'énergie. Mais il se trouve que la salle des fêtes où ils se sont mariés ou la salle des fêtes où ils prennent le cours de danse hebdomadaire est sujet à une rénovation énergétique. Et puis la municipalité nous demande d'étudier un projet et c'est comme ça qu'il y a le sujet qui arrive. Nous, les 220 coopérateurs, si on est dans cette aventure absolument fabuleuse et en même temps qui a été, enfin on pourrait écrire un bouquin dessus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on se demandait où est-ce que si on pourrait s'en sortir. Donc si on est là, c'est quand même grâce à l'éleveur qui a repris la ferme en 2009. Dans les conditions où elle était à l'époque, donc avec un bâtiment extrêmement vétuste. Et comme tout l'élevage de petite dimension en France, mais aussi en Europe, la rentabilité est très faible, notamment ici en Conflans, où l'élevage est de par les contextes géographiques et agronomes et pauvres. La ferme n'avait pas les moyens de financer des bâtiments. Donc très vite, donc il m'a sollicité et très vite on a évidemment un bon écolo qui se respecte pensé mettre des panneaux photovoltaïques sur les toitures pour pouvoir générer un revenu supplémentaire à la ferme et pouvoir financer le bâtiment, du moins en grande partie par la production de courant. Et comme je le disais tout à l'heure, on ne prête qu'aux riches. Donc Guillaume a porté l'opération pendant plusieurs années sans pouvoir réunir les financements adéquats. Alors qu'on a réussi justement à la financer avec la puissance du groupe finalement. Dans toute la France, on a des actionnaires, une vingtaine dans le village, une cinquantaine dans le village alentour, comme moi, quoi. Et moi, j'ai participé parce que Luc, c'est pas loin, je connais plein de monde et je trouvais ça rigolo, quoi. Ça coûte pas trop cher et ça mène quelque part. Moi, je me suis dit, il faut que l'énergie qu'on a besoin, mis à part que ça doit diminuer en besoin, mais aussi qu'on soit un peu plus responsable que jusqu'à maintenant. On y va. Tu téléphones en Arabie et ils viennent avec un bateau de fuel, quoi. Hein. Donc, et là, il faut qu'on en sorte. Et voilà le résultat, quoi. Donc, après celui-là qui était un des premiers, là, actuellement, on en a plein, 3 ou 4 en construction dans les directs environ. Le fait que ce soit des citoyens venant d'horizons très différents, avec des motivations qui peuvent être multiples, ça fait en sorte qu'il y a une maîtrise politique au vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'à savoir comment on s'organise pour vivre ensemble, des projets, et que du coup, les projets sont beaucoup plus pensés dans leur environnement et en respectant justement le bien-être finalement de chaque acteur du territoire. L'originalité sociale de ces collectifs repose sur leur modalité de gouvernance démocratique, basée sur la coopération des acteurs et le bénéfice mutuel plutôt que la prédation et la compétition. On est tellement dans quelque chose qui n'a jamais été fait, ou pas beaucoup, qu'on est obligé finalement, si on veut avancer, de s'entraider, de se soutenir les uns les autres. On est toujours confronté au niveau administratif notamment, mais même parfois au niveau technique, on est confronté à de la nouveauté. À des choses qui n'ont jamais été faites, ou presque jamais. Donc il faut se renseigner, il faut débroussailler. On est toujours là en train de débroussailler. Donc évidemment qu'on collabore et on partage l'information constamment, même au niveau national, hein, j'ai envie de dire, ça circule énormément. Mais l'autre jour, il y avait un groupe, c'était pendant les élections, un groupe qui sont venus presque de près de Pau, tu vois, pour voir comment ça fonctionnait et comment, justement, on a su enthousiasmer la population. Parce que là, le côté technique, on peut le lire dans le livre, mais comment chauffer l'enthousiasme, quoi, ou créer l'enthousiasme, c'est une autre paire de manches. La transition, elle n'existera que si on s'en empare d'une part, et que si on la comprend, et que si on voit des solutions pour pouvoir y accéder. On a toujours effectivement
le sentiment de se dire qu'individuellement, il y a vraiment très peu de choses qu'on peut faire à notre échelle. En revanche, voilà, quand on se met à plusieurs, on voit qu'on peut sortir déjà un parc, mais c'est qu'une première étape. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire et effectivement, ça inclut des changements personnels, bien évidemment, mais qui ne sont pas des privations, qui sont juste des changements de perspective, en fait. Il s'agit, face à une situation perçue comme anxiogène, de se projeter par l'action et par la production d'alternatives dans un futur désirable, de reprendre la maîtrise de soi, de son mode de vie, en fonction des spécificités de son territoire, à défaut de maîtriser l'environnement. Et si certains collectifs travaillent à une transformation locale en lien avec des projets économiques, d'autres semblent viser davantage une transformation sociétale, avec notamment la volonté de faire adhérer les citoyens ordinaires à un projet collectif de plus long terme. Notre premier métier, c'est la fourniture d'énergie, c'est-à-dire qu'on va acheter d'un côté du courant à des producteurs traditionnels, mais toujours de l'énergie renouvelable, et de l'autre côté de la prise, des usagers qui ont envie de savoir ce qu'ils consomment et de savoir surtout où va leur argent et à quoi il sert. Et donc, en l'espace d'une dizaine d'années, on a quand même réussi à mobiliser 5000 citoyens dans la région, peut-être même 6 ou 7 000 maintenant, plusieurs millions d'euros d'investissements qui dormaient sur des livrets d'épargne ou je ne sais pas trop où, à financer je ne sais pas trop quoi, et d'ailleurs les gens ne savaient pas. En tous les cas, voilà. Cet argent-là aujourd'hui, il est dans du concret à côté de chez eux, qui participe à de la résilience énergétique sur leur territoire, qui participe aussi à l'enrichissement de leur territoire, parce qu'on a montré aussi que les retombées économiques de ces projets sont quand même largement supérieures à toute autre forme de projet d'énergie, qu'elle soit renouvelable ou pas. Et ça donne envie encore d'aller plus loin, en se disant peut-être que ce qu'on a réussi à l'échelle de quelques milliers de personnes, finalement, il faut juste faire x1000. Bon, c'est juste x1000, c'est pas... Ok, mais déjà, si on fait x10, si on regarde bien ce qu'on a fait en l'espace de 10 ans, oui, on a déjà fait x1000 en fait. On était 5 il y a 10 ans, enfin, j'exagère peut-être un peu, on était 50 on va dire, mais on a déjà fait x100. Donc pourquoi en 10 ans on ne ferait pas encore x100 finalement? On est sur une trajectoire qui est tellement belle aussi, et puis qui ne s'arrête pas. Et puis qui fait des petits sur plein d'autres sujets, sur plein d'autres thématiques, et puis sur... aussi les modes de fonctionnement et de gouvernance qu'on a mis en place, qu'on a expérimentés, ils sont inspirants sur toutes les autres facettes. Et ce qu'on a vu aussi pendant les dernières municipales avec toutes les listes participatives, on se dit il y a un vrai changement de société autour de tout ça et une vraie responsabilisation au sens noble du terme. C'est pas une culpabilisation des gens, c'est-à-dire qu'ils se prennent en main, ils se prennent leur destin en main. Et là, c'est pas de la marginalisation en plus, c'est au contraire, c'est de la collectivisation de ça. Et c'est vraiment très très sain et positif. J'ai dit. Toujours plus nombreux depuis 20 ans, ces collectifs forment localement de véritables écosystèmes alternatifs, terreau fertile à la transition écologique à l'échelle d'un territoire et de ses habitants. Sur le terrain, ils créent des actions locales et citoyennes en lien avec les ressources de leur environnement. Ils rééquilibrent la vitalité des territoires et mettent à profit les projets les plus marginaux. Ils revalorisent des terres stériles. Ils dynamisent les liens par la coopération dans le travail et les échanges humains. Grâce à ces collectifs, la mutation du consommateur est portée par une prise de conscience intime des enjeux environnementaux sur les territoires. Elle se propage au quotidien par les échanges, les débats, les délibérations et parfois les tensions entre individus, et à plus large échelle entre collectifs, entre écosystèmes ou entre territoires. Les idées des uns infusent les réflexions des autres, les savoirs se diffusent et s'enrichissent mutuellement, les consciences et les pratiques de consommation sont en constante évolution. Mais alors, si ces collectifs permettent un changement intime des consciences et des comportements, ne peut-on pas voir auprès d'eux une des solutions à notre problème? Plus ils seront riches et nombreux, plus les citoyens s'empareront massivement de la transition écologique.